Bonjour, c'est Jérôme Colombin, je suis ravi de vous retrouver pour Monde Numérique Hebdo du 10 décembre 2022. Dans cet épisode, on va parler d'intelligence artificielle avec l'incroyable ChatGPT. On verra notamment avec Julien Villeray, directeur de l'innovation d'EDF, comment cette IA générative peut servir dans l'industrie. On est vraiment dans une IA qui est capable de générer du texte ou de l'image sans avoir de référentiel connu. On va parler cloud aussi, on va s'intéresser à l'entreprise française Shadow, récemment rachetée par Octave Klaba et qui ambitionne de proposer bientôt des services en ligne concurrents de ceux des géants américains. L'idée d'Octave, c'est de développer une offre complète de solutions et de services collaboratifs dans le cloud. Enfin, le retour d'un objet high-tech vintage qui renaît grâce à des passionnés, le Minitel. On verra ça tout à l'heure. Bienvenue dans Monde Numérique, l'hebdo numéro 71. Monde Numérique, Jérôme Colombin. On commence donc comme chaque semaine par l'actu. Et vraiment, le sujet de la semaine, c'est le chat d'intelligence artificielle, ChatGPT. Toute technologie avancée est magique, disait Arthur C. Clarke, l'auteur de 2001, l'Odyssée de l'espace. Et il y a clairement quelque chose de magique dans le chatbot ChatGPT lancé le 30 novembre 2022. Magique car on ne comprend pas bien comment ça marche quand on l'utilise. Magique car cette intelligence artificielle conversationnelle va au-delà de tout ce que l'on connaissait jusqu'à présent. On a clairement franchi un cap, d'abord parce que cette IA est vraiment puissante et ensuite parce qu'elle devient accessible à tous. Il suffit d'aller sur le site chat.openai.com, de s'inscrire et de commencer à discuter. On peut tout demander ou presque à ChatGPT. D'écrire un article de blog, de rédiger une fiche encyclopédique, une description de produit pour un site marchand, un communiqué de presse, une histoire pour les enfants, un discours, une lettre de motivation, un dialogue de film, une recette de cuisine ou encore une fonction informatique dans un langage de programmation en particulier. C'est d'ailleurs pour cela qu'elle avait été créée initialement. Et à chaque fois, on est bluffé par le résultat, par le niveau de langage, la qualité des phrases, que ce soit en anglais ou en français, et puis par l'esprit de synthèse de ce robot qui à chaque fois va à l'essentiel. Alors bien sûr, il y a un côté très convenu, très politiquement correct, et même un manque criant d'imagination, puisqu'il s'appuie sur des connaissances existantes. Mais n'empêche, le résultat est souvent très pertinent. Voici par exemple ce que ça donne quand on lui pose la question bateau de savoir si l'intelligence artificielle pourra un jour remplacer l'intelligence humaine. Non, l'intelligence artificielle ne remplacera pas complètement l'intelligence humaine. L'intelligence artificielle peut augmenter et améliorer les capacités humaines, mais elle ne peut pas remplacer la conscience et la créativité humaine. Voilà, notez que ce n'est pas le chatbot qui parle directement, j'ai simplement copié-collé ce qu'il m'a écrit dans une synthèse vocale. Alors l'arrivée de ce ChatGPT soulève des tas de questions. D'abord, d'où ça vient ? Réponse de la société américaine OpenAI, cofondée par Elon Musk, dont il ne fait plus partie, entreprise spécialisée dans l'intelligence artificielle qui est également à l'origine du programme DALL-E de création d'images. Comment ça marche ? Eh bien, grâce à cette fameuse intelligence artificielle qui s'appelle GPT, Generative Pre-trained Transformer, en version 3 au lancement du chat en attendant la version 4. Est-ce que GPT-3 c'est tout sur tout ? Non, car son apprentissage s'arrête à 2021 et il est donc très mauvais par exemple sur l'actualité. A-t-il toujours raison ? Non, il se trompe souvent, parfois il brode, il mélange les faits, mais si on lui donne les bonnes informations en entrée, il fait d'excellentes réponses à la sortie. Du coup, à quoi sert-il exactement ? Eh bien, à produire du code ou du texte sous toutes ses formes. GPT-3 ne pense pas, n'a aucune conscience de ce qu'il écrit, mais c'est une machine de guerre pour pisser de la copie, comme on dit dans le jargon journalistique. Autre question, est-ce que ça pourrait remplacer Google ? Alors pour l'instant non, car ChatGPT n'indexe pas le web, mais demain on peut tout imaginer. Et d'ailleurs on peut vraiment se poser la question, Google travaille sur des outils équivalents. Et puis ChatGPT soulève aussi des interrogations quasi existentielles. Va-t-il remplacer les journalistes ou les écrivains ? Est-ce l'arme fatale des lycéens pour tricher ou simplement pour préparer des exposés en 3 clics ? L'éducation nationale aurait bien intérêt à se pencher dès à présent sur le problème. Cet outil va-t-il permettre d'inonder le web avec des faux contenus au point que la vérité finira par disparaître ? Et pourra-t-on encore faire la différence entre ce qui est créé par l'homme et ce qui vient d'une IA ?
Bref, on touche du doigt de manière très concrète toutes ces questions qui étaient un peu théoriques jusqu'à présent. Parce que les robots journalistes ou écrivains, ça existe déjà, mais ce qui change aujourd'hui, c'est la simplicité d'accès à cette technologie et surtout sa redoutable efficacité. L'un des aspects les plus intéressants de ChatGPT, c'est sa capacité à s'adapter à différents styles de langage. Par exemple, il peut générer du contenu à la première personne ou à la troisième selon les besoins, ce qui ouvre la voie à de nombreuses applications pour tous les travaux de rédaction, de traduction et de communication en général. Les 4 phrases que je viens de prononcer ont été générées par ChatGPT. Et c'est pas fini. ChatGPT est capable d'intégrer des informations contextuelles dans ses réponses. Par exemple, si vous lui posez une question sur un sujet précis, il sera en mesure de fournir des réponses précises et détaillées. Cela peut être particulièrement utile pour des applications telles que les chatbots d'assistance ou les assistants virtuels, etc. En résumé, ChatGPT est une technologie fascinante qui ouvre la voie à de nombreuses applications qu'on n'imagine pas encore. Ce qu'on imagine en revanche, c'est que ça va donner le meilleur comme le pire. On pense évidemment à la formidable machine à fake news que cela représente. En tout cas, ce qui est certain, c'est que l'outil est là. On ne remettra pas le génie dans la lampe. On va reparler de ce sujet dans un instant avec Julien Villeray, directeur de l'innovation d'EDF. On verra comment les IA génératives peuvent être mises au service de l'industrie. Apple va renforcer la protection des données des utilisateurs de ses produits dans le cloud. La firme américaine a annoncé qu'elle allait bientôt permettre d'effectuer des sauvegardes sur iCloud avec un chiffrement de bout en bout. Ça veut dire que si vous utilisez l'option de sauvegarde automatique dans le cloud d'Apple, eh bien, cette sauvegarde deviendra désormais indéchiffrable. Vous serez seul à pouvoir accéder au contenu via le système de double authentification. Un système baptisé Advanced Data Protection, qui est un pas assez significatif en matière de protection de la vie privée. Jusqu'à présent, seule la messagerie iMessage d'Apple et puis quelques éléments comme l'historique de navigation sur Internet, etc. étaient chiffrés, donc protégés. C'est conforme finalement à la philosophie de la marque à la pomme depuis toujours en matière de protection des données personnelles, mais cela ne va pas faire l'affaire des services de police américains notamment comme le FBI qui ont pris l'habitude dans le cadre d'enquêtes judiciaires de demander à Apple un accès aux sauvegardes de certaines personnes. Cependant, Tim Cook, le PDG, s'est toujours posé en défenseur de la vie privée de ses utilisateurs. On se souvient de l'enquête sur la tuerie de San Bernardino en 2015, lorsqu'Apple s'était opposé ouvertement au FBI, qui lui demandait de forcer l'accès à l'iPhone du tueur présumé. Mais le patron d'Apple s'y était toujours opposé pour des questions de principe. Quelques nouvelles de Twitter, comme chaque semaine, avec cette info qui ne fera pas plaisir aux possesseurs d'iPhone, précisément, puisque le service Twitter Blue, ce service premium payant, censé donner accès à des fonctions particulières, comme un badge de certification ou encore la possibilité de corriger un tweet pendant quelques minutes après l'avoir envoyé, Twitter Blue devrait coûter plus cher sur iPhone, $11 par mois, au lieu de $7 pour les autres utilisateurs, en tout cas sur les autres appareils. Et oui, apparemment, ce serait le moyen qu'aurait trouvé Elon Musk pour compenser la fameuse commission de 30% d'Apple. On se souvient qu'il y a 8 jours, Elon Musk avait failli partir en guerre contre la marque à la pomme à cause de cette histoire de commission de 30% prélevée sur tous les achats réalisés via des applications sur les appareils Apple. Et finalement, le différence était réglé lors d'un tête-à-tête avec Tim Cook au siège d'Apple à Cupertino, à côté d'un joli étang de méditation. On peut donc maintenant un peu plus deviner ce que se sont dit les deux hommes à ce moment-là. Alors cela dit, dans la pratique pour les utilisateurs, on peut penser qu'il y aura quand même un moyen de contourner ce tarif différencié, puisqu'il suffira de souscrire l'abonnement en allant sur le site de Twitter, twitter.com, plutôt que sur l'application mobile, ce qui permettra donc de payer $7 au lieu de 11. À noter que initialement Twitter Blue avait failli coûter $20, puis ça avait été abaissé à 8 et aujourd'hui à 7. Donc, autrement dit, ça peut encore changer. Et puis, à propos de Twitter, toujours, Elon Musk ferait l'objet d'une enquête à San Francisco pour avoir transformé des salles de réunion au siège de la société en chambres à coucher pour les employés.
Et oui, puisqu'il a dit à ceux qui voulaient rester qu'il allait falloir travailler hardcore, hein, eh bien, du coup, il a aménagé des lits, des armoires, des tables de nuit, bref, quasiment des chambres d'hôtel. Sauf que, eh bien, cela violerait la législation californienne sur les lieux d'hébergement. Et donc, pour des raisons de concurrence commerciale, tout simplement, apparemment, il n'a pas le droit de faire ça. L'innovation de la semaine, elle est française et elle vient de la société Ledger. Ledger, spécialiste du stockage de crypto-monnaies, vient d'annoncer un nouveau wallet. Un wallet, donc un portefeuille pour les crypto-monnaies et les NFT. C'est un petit appareil de la taille d'une grosse carte de crédit avec un écran à encre électronique. Il est entièrement tactile et il permet de stocker des crypto-monnaies et des NFT jusqu'à 5000 crypto-monnaies. Particularité, ce produit a été conçu par Tony Fadell, qui n'est autre que le concepteur de l'iPod, le baladeur de la marque à la pomme, légendairement connu, et c'est aussi le créateur du thermostat connecté Nest. Alors, pour revenir à ce Ledger Stacks, c'est le nom de ce wallet. Comment fonctionne-t-il exactement ? D'abord, il est hautement sécurisé, c'est l'intérêt de la chose. Vous pouvez stocker à l'intérieur vos crypto-actifs, comme on dit, et ensuite, eh bien, vous avez un code qui n'est qu'à vous. C'est considéré comme le meilleur système de protection car il n'y a aucun risque de cyberattaque vu que l'appareil n'est pas connecté à Internet. Alors si vous perdez l'appareil, eh bien tout n'est pas perdu. Il est possible de retrouver ces crypto-actifs grâce à un code, une phrase de passe, donc un code de récupération. Les données sont stockées de manière chiffrée sur les serveurs de Ledger. En revanche, si on perd l'appareil et le code de récupération, là c'est terminé. Techniquement, ce produit qui a été présenté cette semaine se recharge sans fil par induction. Il doit être lancé en mars prochain au prix de 279 €. Ledger est connu pour ses produits de sécurité destinés aux crypto-monnaies. La marque a déjà sorti notamment des petites clés USB sécurisées et ça marche plutôt bien pour elle. Elle est entrée dans le club des licornes, c'est-à-dire des startups valorisées à plus d'1 milliard de dollars en juin 2021. Son PDG d'ailleurs, Pascal Gauthier, ne cache pas ses intentions d'atteindre un jour les 100 milliards. Ledger a connu une croissance hyper rapide. Et visiblement, elle ne semble pas souffrir actuellement de la crise des crypto-monnaies. À noter que vous pouvez retrouver une interview de Pascal Gauthier dans les archives de Monde Numérique. C'était en décembre 2021. Vous écoutez Monde Numérique l'hebdo, chaque samedi, 40 minutes de news et d'interviews, la tech et tout ce qui va avec. Et on va passer aux interviews de cet épisode avec, cette semaine, Shadow, cette société française spécialisée dans le cloud pour les gamers, mais pas seulement, et qui multiplie les annonces en ce moment. Si vous êtes nostalgique des années 80 ou fan de vintage, on va découvrir comment faire revivre le bon vieux Minitel grâce à la société Multiplier qui a mis au point un kit de connexion Wi-Fi pour Minitel. Oui, ça existe. Mais avant cela, on revient sur la grosse thématique de la semaine et du moment, l'intelligence artificielle. Monde numérique. Bonjour Julien Villeray. Bonjour Jérôme. Directeur de l'innovation d'EDF, partenaire de Monde Numérique, que je suis ravi de retrouver chaque mois. Julien, on va parler d'intelligence artificielle. On a beaucoup parlé ces derniers jours de ce fameux chat GPT, cette intelligence artificielle conversationnelle. Alors, l'intelligence artificielle de ce style, vous y pensez vous-même chez EDF, et parce que cela peut avoir de véritables applications dans l'industrie. Oui, parce que l'intelligence artificielle, c'est évidemment quelque chose qui vient en comme on dit, c'est-à-dire qui vient aider les opérateurs ou les gens dans le métier de faire, par exemple, fonctionner des usines ou fonctionner d'ailleurs tout type de services à l'intérieur d'une entreprise. Mais jusqu'à présent, c'était plutôt des systèmes d'intelligence artificielle un peu rudimentaire, si je puis dire ainsi. Vous connaissez par exemple les chatbots qu'on utilise d'ailleurs tous dans notre vie quotidienne parfois pour dialoguer avec la SNCF ou un opérateur télécom quand on a un problème. On voit bien la limite de la compréhension et de l'usage de ce type d'IA. Ouais, là, c'est pas toujours la meilleure expérience en matière d'intelligence artificielle, le petit chatbot de base. On est quand même dans quelque chose qui ressemble à de l'arbre de décision et qui va analyser 2-3 mots et qui va nous proposer des choses un peu prédéfinies en fonction des quelques mots qu'il a détectés. Là, avec l'IA dite générative, et donc c'est le chat GPT dont on parlait, ou même pour les images DALL-E ou Stable Diffusion, on est vraiment dans une IA qui est capable de générer du texte
texte ou de l'image sans avoir de référentiel connu. C'est-à-dire qu'on ne sait pas d'une certaine façon comment cette intelligence artificielle a réussi à construire ce texte ou à construire cette image. Elle l'a fait à partir de choses qu'elle a apprises. Alors parfois en allant aspirer des ressources sur le web, souvent sur la base d'un corpus qui lui a été fourni. Et ça donne des résultats d'ailleurs assez remarquables. Si on regarde ces dernières semaines et même ces tout derniers jours, un peu la twittosphère qui s'est enflammée autour de ChatGPT, on voit à la fois une journaliste du New York Times qui a demandé à l'intelligence artificielle simplement d'écrire un article sur un test d'ordinateur écrit selon son style. Et le texte, honnêtement, pourrait être copié-collé dans le journal. Il est absolument impressionnant, très très inquiétant quand on est journaliste probablement, mais c'est absolument parfait. Et puis un autre analyste a testé pour répondre à sa fille qui devait faire un devoir sur Napoléon et les guerres napoléoniennes. Il lui a demandé d'écrire un article sur une des batailles napoléoniennes. L'article est absolument formidable, sauf que tout ce qu'il y a dedans est faux, en fait. C'est-à-dire que l'article raconte une bataille qui a existé, mais dont l'issue n'a pas été celle que l'intelligence artificielle raconte avec force détail. Donc, on voit bien que ces systèmes-là, voilà, c'est toute leur limite, c'est qu'ils font rêver, parce qu'ils sont totalement automatiques à tel point qu'ils ont l'air intelligents, mais en fait, ils le sont pas tant que ça encore. Mais alors, s'ils sont aussi peu fiables, on va dire, comment est-ce qu'on peut envisager dès à présent d'en faire malgré tout une utilisation professionnelle ? Alors justement, c'est vraiment la limite aujourd'hui dans laquelle on est, c'est que l'on peut utiliser leur capacité de compréhension de la demande. Et ça, aujourd'hui, on a des résultats absolument remarquables. Et d'ailleurs, les deux exemples que je viens de donner le prouvent. Hein. Ça veut dire que la machine a compris la question qui lui a été posée quand on lui a dit « écris-moi un article sur tel sujet dans le style de tel journaliste ». Donc, c'est vraiment une capacité de compréhension qui maintenant est très bien développée, est assez fiable. Et c'est là-dessus, finalement, qu'on se concentre, en espérant peut-être qu'un jour, la partie réponse, elle aussi, soit aussi fiable. Donc, si je prends l'exemple d'un projet qu'on a développé, qui s'appelle Xir, qui vient d'être lancé, hein, c'est un projet qu'on incube depuis 2021, mais qui vient d'être rendu public et qui a ses premiers clients désormais qui travaillent avec cette société Xir chez EDF. L'idée, c'est quoi ? C'est que on a mis finalement en œuvre toutes ces techniques d'analyse de la donnée, hein, ce qu'on appelle le traitement naturel du langage, comment comprendre les mots et les phrases qui me sont posées, le machine learning, comment la machine va réussir par elle-même à comprendre et à analyser tout un corpus de données pour pouvoir derrière faire des analyses statistiques, de la modélisation, enfin bref, tout ça, c'est des termes mathématiques et techniques, mais qui vont venir répondre à une problématique industrielle spécifique. Un exemple. Et c'est l'exemple que traite aujourd'hui Xir pour un certain nombre de ses clients. Aujourd'hui, la question de la qualité, ça représente un coût d'environ 9 à 10% d'un chiffre d'affaires pour un industriel. C'est-à-dire que, dit autrement, quand il a vendu un produit à 100 euros, en fait, ça va lui coûter 10 euros derrière de répondre aux problèmes de non-qualité, parce que les clients vont se plaindre. Ils vont remonter le fait que ça marche pas comme ça devrait, que ça marche pas exactement de la meilleure façon. Et ça demande évidemment un traitement derrière, parce que une fois que quand on est un gros industriel, on remonte des problèmes de qualité. Donc, il y a des centaines, des milliers de remontées. Ce truc-là ne fonctionne pas pour telle raison, de telle façon, etc. C'est très difficile derrière d'aller exploiter ces rapports qui sont très qualitatifs, qui sont rédigés. Hein. Donc, c'est des gens qui écrivent. Donc, par définition, les gens, ils écrivent pas tous pareil, ils utilisent pas tous les mêmes mots. Ils parlent pas tous très bien. Enfin, ils écrivent pas tous très bien d'ailleurs, y compris dans leur langue. C'est non structuré, comme on dit. C'est-à-dire, ce sont des champs vraiment complètement libres. Et donc, on ne peut pas faire des analyses statistiques simples là-dessus puisque, comme je dis, les mots peuvent être très différents pour dire la même chose. Et donc là, l'intelligence artificielle a une vraie valeur puisqu'elle va pouvoir utiliser toutes ces données qui paraissent très complexes à analyser pour un humain lambda, et elle va, avec ces techniques d'analyse, réussir à faire émerger des raisonnements statistiques, des analyses statistiques qui vont donner des pistes de solutions pour pouvoir derrière résoudre ces problèmes. Donc, dit encore plus simplement, pour 100 ou 1000 textes écrits à la machine en disant ce truc marche pas, ça n'a pas marché pour telle raison, je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe, derrière, la machine va pouvoir dire tiens, il semblerait quand même que telle pièce, dans 70% des cas, soit défaillante ou pose tel problème au bout de tant de mois. Et donc, on va venir se concentrer pour traiter ce problème-là. Donc ça, c'est vraiment un exemple d'intelligence artificielle qui va faire en quelques minutes ou en quelques heures ce que l'humain prendrait probablement des mois ou des années à faire, donc en fait ne ferait pas. Donc c'est vraiment une IA qui augmente l'humain, qui augmente le travailleur plutôt que ne la remplace. On a souvent ce fantasme de dire que l'intelligence artificielle va remplacer l'ensemble des travailleurs que nous sommes. Elle va peut-être pas les remplacer, mais par contre elle va venir les augmenter.
Et alors cette intelligence-là dont vous parlez, Julien, on peut déjà en mesurer les bénéfices. Elle est déjà utilisée concrètement. Alors, elle est déjà utilisée. Je donne cet exemple du contrôle qualité, par exemple, où elle est déjà utilisée opérationnellement. Mais un autre exemple qui est aujourd'hui largement utilisé dans tous les centres d'appel, toutes les grandes sociétés qui utilisent beaucoup d'employés dans les centres d'appel, c'est que les conversations sont transformées en texte. C'est-à-dire, je parle avec mon conseiller clientèle pour lui dire que j'ai tel problème ou que je veux m'abonner à telle offre. Les conversations sont transformées en texte par une intelligence artificielle, donc qui va reconnaître la voix et qui va le transformer en texte, anonymisé évidemment, tout ça ne porte pas le nom et les coordonnées du client. Et derrière, un système d'intelligence artificielle va venir analyser l'intégralité de ces coordonnées, de ces conversations, pour pouvoir en tirer des enseignements. Et les enseignements peuvent être de tout ordre. Par exemple, d'envoyer des alertes automatiques en disant tiens, c'est bizarre, là depuis 3 jours, on a une montée de X% des gens qui se plaignent sur telle ville, telle zone géographique ou sur telle technologie ou telle offre. Ou de dire tiens, on a remarqué que dans 70% des cas, quand on présentait à un client de l'offre A l'option B, il la prenait. Et donc, il y a une vraie appétence, et donc peut-être qu'on pourrait pousser cette option plus souvent parce qu'on sait qu'on va la vendre beaucoup plus facilement, etc., etc. Tout ça, c'est des recommandations en fait qui sont faites automatiquement par la machine. De la même façon, toujours dans un centre d'appel, quand aujourd'hui on appelle, par exemple, son opérateur téléphonique, le conseiller clientèle peut avoir automatiquement des informations qui lui sont poussées en disant oh là là. Attention, Monsieur Villeray nous a déjà appelé le mois dernier, il a eu un problème de facturation, on s'est trompé sur ceci, on s'est trompé sur cela, ou tout d'un coup, tiens, ses consommations à l'étranger ont explosé, proposez-lui l'offre ceci ou l'offre cela. Tout ça, c'est des choses qui sont proposées par la machine. C'est vraiment une assistance à la décision et à l'identification des problèmes et des besoins des clients, en fait. C'est exactement ça. Et on voit même maintenant, pour revenir à l'IA générative, des solutions comme DALL-E ou Stable Diffusion, la possibilité de créer des images à la demande, mais des images qui n'existent pas, y compris pas dans nos têtes, qui sont des images générées sur la base d'une demande en langage naturel. Je souhaite un portrait de Jérôme Colombin peint selon le style de Van Gogh. Ça, aujourd'hui, c'est quelque chose qu'il suffit d'entrer vraiment en texte dans le moteur et la machine va créer cette peinture. C'est évidemment des possibilités créatives énormes. Ça bouleverse aussi complètement tout un tas de marchés. Vous êtes graphiste. Quelle est demain votre valeur ajoutée? Vous avez une société qui vend des images qu'on appelle de stock, c'est-à-dire ces images qui coûtent quelques euros et qui permettent d'illustrer par exemple des slides PowerPoint, etc. Demain, il suffira de demander à PowerPoint crée-moi une image de 4 personnes autour d'un bureau en train de discuter de réalité virtuelle et automatiquement l'image va se créer. Et ça c'est demain, mais c'est demain, c'est-à-dire qu'en fait c'est déjà possible aujourd'hui. Donc c'est des choses que l'intelligence artificielle va vraiment transformer dans nos vies, mais là encore, dans une relation probablement de collaboration, d'augmentation finalement de l'humain, plus que de le remplacer. Merci beaucoup, Julien Villeray, directeur de l'innovation d'EDF. Et puis, je vous enverrai ce portrait de moi à la façon de Van Gogh, si c'est réussi surtout. En mai 2021, Octave Klaba, fondateur d'OVH, a racheté la start-up Blade, pionnier du PC dématérialisé dans le cloud pour les fans de jeux vidéo. La promesse, toute la puissance d'un super ordinateur à distance via une simple connexion Internet. Mais l'équation économique n'a pas fonctionné et Blade a failli disparaître. Aujourd'hui, l'entreprise rebaptisée Shadow revient avec de grandes ambitions. Du SaaS, du Software as a Service, c'est-à-dire des applications en ligne, et pour commencer, une offre de stockage dans le cloud pour les particuliers et les entreprises. Nous sommes au siège de Shadow à Paris pour en parler avec son nouveau patron. Bonjour Eric Sell. Bonjour. Directeur général de Shadow, présentez-nous cette offre Drive que vous venez de lancer. Drive, c'est une solution de stockage qui est le premier service, je dirais, de ce bouquet qu'on va essayer de développer. Donc Drive, on l'a développé en partenariat avec Nextcloud, qui est le numéro 1 mondial de l'open source dans le domaine du stockage. Donc on l'a mis à notre sauce, intégré dans nos solutions. Et donc ça permet aujourd'hui d'avoir une offre équivalente à celle de Google One ou autre, sur lequel on a une offre gratuite. Donc 20 gigas pour 0 €, et sur lequel il n'y a pas de monétisation. Les données restent aux clients et il n'y a pas de publicité. Donc ça... C'est du vrai gratuit. C'est du vrai gratuit. Et après, il y a une option sur laquelle on peut monter à 2 Tera
pour 8,99, qui est 1 euro de moins que certains autres confrères. Avec cet abonnement, qu'est-ce que je peux faire ? Je peux synchroniser mes données entre tous les devices, comme je peux le faire avec Google Doc, avec iCloud, etc. Exactement. C'est exactement le but du jeu. Nextcloud est quand même une assez forte réputation. Donc la première tranche qu'on a fait en termes de release est un équivalent un peu de Nextcloud. Là, on est en train de travailler sur la nouvelle avec des nouvelles fonctionnalités qui sont le tri des photos, la reconnaissance, enfin toutes ces choses-là qui sont des applications traditionnelles. Moi, je l'ai sur mon téléphone portable. Voilà, ça synchronise mon PC. À tout moment, je peux récupérer mes photos, mes fichiers, etc. comme les offres traditionnelles. Hein. On n'est pas dans une révolution. Donc ça, c'est la première étape du portfolio de produits. Hein. Après, il va y avoir les mails, la visio, les suites collaboratives, et on va étendre ce schéma en termes de portfolio de produits. Et le troisième axe de développement, c'est le B2B. Donc les professionnels. Exactement. Parce que finalement, cette notion d'avoir une machine dans le cloud, surtout avec le Covid, avec le télétravail, avec l'augmentation des besoins des logiciels, hein, parce que ça évolue tout le temps. Si on arrive à repousser l'obsolescence des équipements, ça intéresse beaucoup les industriels. Et puis après, gérer un parc sur lequel on n'est pas forcé de gérer du hardware, mais potentiellement on peut gérer des PC qui vont être gérés par Shadow dans le cloud. Pour un directeur informatique de PME, au lieu de commander un tel, un Mac, un autre, je vais sur Shadow, je crée mon compte, et à l'intérieur de ça, je vais allouer telle machine à telle personne, telle machine à telle autre personne, telle machine à telle autre personne, et je vais gérer mon parc informatique virtuel. Ça évite, les stagiaires s'en vont, finalement, on n'est pas forcé de récupérer leur PC, parce qu'on leur a, ils sont venus avec ce qu'ils avaient, et on leur a donné un PC puissant. Donc ça vous donne une flexibilité qui est énorme. La deuxième chose que les gens sous-estiment un tout petit peu, c'est que comme nous, on fait que du streaming de l'image en termes de bande passante nécessaire pour arriver à utiliser Shadow, un bon Wi-Fi suffit. Quelques mégabits de bande passante, ça suffit à avoir Shadow. Mais par contre, comme les machines sont dans le data center, entre elles communiquent à une vitesse de 1 gigabit. Donc si demain je veux télécharger un film ou un logiciel, en fait je le télécharge à 1 gigabit. Donc même si j'ai pas beaucoup de débit, je gagne énormément en termes de performance et d'acquisition. Mais le troisième point qui est encore plus important, c'est que finalement pour les entreprises, les données qui pourraient être réputées un peu sensibles, vous prenez aujourd'hui dans nos premiers clients, c'est des cabinets d'architectes par exemple. Les dossiers d'architectes, quand il y a des compétitions, c'est des dossiers très sensibles. Et ils ne sortent pas du data center. C'est-à-dire que les gens peuvent aller les regarder, travailler dessus, demain travailler en mode collaboratif sur le même projet, mais la donnée, le jour où la personne quitte l'entreprise, on éteint son PC et il n'y a rien. On ne peut pas la télécharger. Alors, on peut, les gens ont les libertés, mais l'entreprise peut, elle, décider de ne pas autoriser le téléchargement. D'accord. Eric Sell, directeur général de Shadow, on voit bien donc dans quelle direction vous voulez aller. La promesse, c'est toujours celle de la sécurité, la souveraineté, la French Touch finalement. Oui, c'est ça, de la French Touch, et puis aussi d'essayer d'amener quelque chose de différent en termes d'expérience, parce que le but, c'est pas juste de copier, de se mettre un petit label français ou européen. Et d'ailleurs, sur la partie européenne, je veux juste quand même souligner une chose, c'est que dans les développements qu'on a fait dans les 18 mois, on a ouvert quand même 7 pays. Ce qui n'est pas négligeable dans l'espace de quelques mois. Donc on a ouvert l'Autriche, la Suède, le Danemark, l'Italie, hier l'Espagne. Vous allez me dire, à nouveau, vous avez tout prévu pour moi ? Ben oui. Donc j'ai bien fait de venir aujourd'hui chez Shadow. Exactement. Le Canada. Donc voilà, on étend cette compétence territoriale pour avoir un marché adressable, surtout en Europe, extrêmement fort, extrêmement complet. Et par rapport à la French Touch, ce qui est important aussi, c'est d'essayer de mettre vraiment de l'innovation. Et donc, quand je parlais d'interaction et de collaboration sur la virtual machine, imaginez demain, je reprends mes architectes, mais ça peut être beaucoup de gens, vous êtes en train de travailler sur un dossier, vous avez des gens qui sont à distance, qui veulent travailler sur le même dossier, demain, ils pourront ensemble créer, travailler là-dessus, et dans le même temps, ils auront une visioconférence. Pareil sur Shadow, ils auront le Slack s'ils ont besoin de discuter ou de chatter entre eux, ils auront, voilà. Et tout ça sur un même écran, vu qu'on stream, c'est-à-dire que la puissance qui permet de gérer tout ça, elle est dans le cloud et elle n'est pas à la charge de l'utilisateur.
Merci beaucoup, Eric Sell, directeur général de Shadow. Et vous pourrez retrouver l'interview intégrale de Eric Sell, directeur général de Shadow, mardi prochain sur le fil de Monde Numérique. Monde Numérique, l'hebdo n'est pas terminé. On va prendre la machine à remonter le temps pour aller à la rencontre d'un appareil que vous avez peut-être connu si vous avez plus de 40 ans. Sinon, bienvenue au Club des Anciens. On s'intéresse au Minitel. Bonjour Olivier Mével. Bonjour. Vous êtes fondateur d'une société qui s'appelle Multiplier, qui édite des objets technologiques parfois insolites. Et alors là, vous sortez un produit complètement fou, un petit appareil qui permet de faire revivre le Minitel. Expliquez-nous ça. Alors c'est très simple, c'est un petit appareil qui ressemble à un Minitel. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est qu'un Minitel. Les plus vieux voient très bien, les plus Voilà. jeunes ont un peu plus de mal. Ça c'est sûr. Et donc c'est un mini Minitel que vous branchez derrière votre bon vieux Minitel. Donc il faut avoir gardé un Minitel ou alors il faut en racheter un sur le Bon Coin ou eBay. Et une fois qu'il est branché, vous rallumez votre Minitel et là vous vous retrouvez dans les années 80 en fait. Incroyable. Ouais. Et donc avec le 3615 Télétel, et vous avez des tas de services qu'on a redéveloppés, l'astrologie, l'actu, etc., etc. Évidemment les messageries roses, enfin ce genre de choses. Oui, il y a même ULA, mais qui s'appelle plus ULA. Ça s'appelle Elisa Ça maintenant. s'appelle Elisa, Ouais. qui était un service messagerie rose très très connu. Il y avait de la publicité partout. Absolument. C'était vraiment l'emblème des messageries roses. Voilà. Bon. Alors, comment ça fonctionne? Donc, ça marche ça permet de connecter le Minitel au Wi-Fi. Voilà. Alors techniquement, on peut dire que oui, ça donne un Minitel qui devient Wi-Fi et qui, du coup, va pouvoir aller chercher des informations sur l'Internet et offrir des tas d'autres services, enfin, et offrir des jeux qui, eux, sont plutôt en local. Oui. Ah, il y a une partie locale Voilà, quand même. voilà, D'accord. Donc, dans le Minitel? Ouais. Ok. Non, donc, dans le Mini-Mit. dans le Mini-Mit, dans le Oui, petit oui. appareil qu'on Ouais, branche. ouais. Donc, il y a de la mémoire, il y a ce qu'il faut. Absolument. Et ça, on le fait aussi pour des raisons un peu d'obsolescence déprogrammée, pour se dire que finalement, cet objet-là, même dans 10 ans, vous pouvez le rebrancher. Et même s'il n'y a plus d'Internet, par exemple, ça peut arriver, vous pouvez toujours jouer au pendu, par exemple. On n'est pas perdu. Alors, ok, mais tous ces services, moi je croyais que tous les serveurs Minitel avaient été arrêtés. Alors, ils ont été arrêtés officiellement. Après, il y a toute une communauté de fans de la télématique qui en ont gardé quelques-uns. Très peu, hein, mais quand même. Et, Qui ont gardé quoi? Des serveurs? des serveurs, c'est-à-dire que vous pouvez téléphoner au 01, je sais pas quoi, faire connexion fin, et vous avez un serveur Minitel. D'accord. Il y a quelques services seulement, et je suis pas sûr que voilà, on puisse être très très nombreux sur ces serveurs-là. Donc il y a quand même une communauté. Néanmoins, moi quand j'ai commencé le projet il y a un an et demi, je m'attendais pas à ce qu'il n'y ait en fait quasiment aucune archive des écrans, aucune archive des services. Et donc c'est pour ça que j'ai dû travailler. Je travaille avec deux pionnières du Minitel, Pascal Moise et Cécile Adam, qui elles travaillaient à Télématique de Libération dans les années 80. Et qui sont mis à redévelopper des écrans soit de mémoire, soit regarder sur l'INA, soit récupérer des vieux journaux et redévelopper l'astrologie, le monde, etc., le pendu, des jeux qui faisaient fureur à l'époque, qui s'appellent les couples parfaits, enfin bon, bref. Oui, parce que c'est ça qu'il faut expliquer et rappeler à ceux qui ne l'ont pas connu. Au-delà de l'aspect du côté usuel, pratique du Minitel qui était dans tous les foyers, qui servait principalement d'annuaire, Absolument. Il y avait toute une communauté qui, en fait, goûtait aux joies de l'ancêtre des réseaux sociaux, d'une certaine manière. Ah bah sur les messageries, ça c'est clair que c'était en tout cas, oui, ça c'était l'ancêtre des réseaux sociaux. Après, effectivement, il y avait beaucoup de jeux.
Il y avait aussi des choses comme les échecs. Il y avait aussi, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Enfin, l'astrologie, l'actualité. Enfin, Ouais. Donc, au niveau actualité, on trouve des choses sur votre... si Alors, je branche un Minimite. Ouais, si vous branchez un Minimite, vous avez effectivement l'actualité du jour, mais il y a 40 ans. C'est-à-dire que vous avez l'actualité du jour de 1982. Fournie par Le Monde, merci. Enfin, ils ne le savent pas encore, mais merci. Et donc là, vous avez effectivement toutes les brèves et tous les détails d'actualité de Reagan avec Thatcher, etc., le franc, etc. Alors, Olivier Mével, bon, c'est très amusant. Pourquoi est-ce que vous avez fait ça? On rappelle un peu que vous vous présentez comme la maman du lapin Nabastag, c'est-à-dire que vous avez travaillé avec Raphaël Adjian, c'est vous qui avez créé le fameux lapin connecté Nabastag, qui est presque aussi célèbre que le Minitel en France, qui n'existe plus aujourd'hui malheureusement, qui était un peu l'ancêtre des objets connectés, des enceintes connectées, des Alexa, etc. Pourquoi c'est quoi cette démarche du Minimite? Alors, la démarche, en fait, c'est que quand on a démarré le Nabastag, on a commencé par que des choses inutiles. Il disait des blagues, on pouvait lui envoyer des messages, il faisait le tai chi, etc. Et au fur et à mesure que le temps passait et qu'on se disait peut-être il faut qu'on en vende beaucoup plus, on a continué à mettre des tas de choses utiles, soi-disant utiles. Et quand, 10 ans après, je l'ai fait revivre, le Nabastag avec un kit, je me suis aperçu que la seule chose que les gens avaient retenue et qu'ils souhaitaient, c'était les choses inutiles. Donc en fait, du coup, ça m'a quand même pas mal décomplexé sur le fait d'essayer de rendre la techno très très utile, etc. Et donc c'est pour ça que j'ai fondé cette maison d'édition d'objets poétiques, on va dire. Et après avoir réveillé le Nabastag, je trouvais ça marrant de le faire avec le Minitel, quoi, et de vivre un peu différemment avec de la technologie qui n'est pas simplement là pour vous prendre du temps ou pour vous prendre de l'argent, quoi. C'est un peu une espèce de pied de nez à la course, à la puissance, aux performances, etc. Il y a ça, notamment dans le 3615 ELISA, ce qu'on utilise comme chatbot, c'est un chatbot qui date des années 60. C'est-à-dire qu'alors que là, on sait qu'il y a des chatbots très très évolués en IA, bon là, en fait, justement, on reste dans des choses qui marchent très très bien par ailleurs. Alors, on peut l'acheter, hein, ce Minimite. Combien ça coûte? Ça coûte 75 € et là, pour l'acheter, il faut aller sur la page Ulule et dès qu'il y en a 500, je lance la production. D'accord, donc c'est vous qui l'avez conçu, hein, Oui, alors après, je me suis appuyé. En fait, sur tout ce projet, c'est quand même quelque chose qui est très communautaire, entre guillemets, parce qu'il y a plein d'écrans qui avaient été sauvegardés, il y a plein les cartes électroniques, il y a des gens qui le faisaient déjà, enfin... Voilà, donc il y a beaucoup de gens qui se sont réunis autour de ce projet. Et l'idée, c'est que une fois qu'on aura produit les Minimites, on essaye de sauvegarder et de développer encore plus de vieux services en fonction de ce qu'on va trouver ou des gens qui vont se manifester, quoi. Vous avez sollicité justement les éditeurs de services Minitel de l'époque? Alors non, les grands éditeurs... qu'on connaît, enfin, donc Nouvel Ops ou Perdriel ou Xavier Niel, non, on les a pas encore sollicités. Bon, cela dit, nous, ce qu'on cherchait, c'était avoir les archives. Donc, finalement, les archives, elles ont été conservées plutôt par des développeurs, des anciens développeurs de services Minitel, hein, plutôt que les riches patrons. Ouais, c'est incroyable d'ailleurs qu'il n'y ait pas il y a aucun archivage au niveau de l'INA, de la Bibliothèque nationale, Non, etc. Ouais, c'est assez dingue. Après qu'on s'est dit... Avec Internet, finalement, il faut aussi penser à absolument, mettre de côté. Absolument. Les seules choses qu'il y a, c'est des vidéos de publicité ou des vidéos de démonstration. Mais finalement, le patrimoine numérique vidéotexte, lui, il a disparu, ou il est sur quelques disques durs de personnes. Alors, il y a une chose, il faut avoir un Minitel. On en trouve encore soit on en a gardé dans son garage, soit est-ce qu'on peut en acheter quelque part? Ah oui, bien sûr. Donc déjà, effectivement, parfois les gens l'ont gardé, mais c'est assez rare, mais on en trouve sur le Bon Coin ou sur eBay, il y en a beaucoup. Combien ça coûte? Entre 10 et 100 €, on va dire.
puis il y a peut-être d'autres qui vont se mettre à chercher dans leur garage. Voilà, il y en a peut-être encore dans les garages, Ah oui, dans des c'est entrepôts d'entreprises, parce qu'il y en avait dans les entreprises. Ouais, beaucoup. c'est possible. Ouais. Ouais, ouais. Mais pourtant, il y avait eu une campagne pour récupérer le matériel, parce que ça appartenait à France Télécom. Absolument, ouais, c'était propriété de France Télécom, donc il y avait une campagne, mais je pense que de toute façon, il y en a plein qui l'ont gardé. Qui l'ont gardé. Et puis, C'est comme les armes. ouais, c'est ça, ouais. Après, il y en a, quand ils sont neufs, ils les vendent, parce qu'il y a des Minitel neufs. Des Minitel neufs. Encore dans leur boîte. Et ça, c'est Il y avait plusieurs générations. Il y a eu plusieurs générations de Minitel. Oui, bon là, ça marche avec tous les Minitel, mais ceux qu'on trouve, c'est le 1 et le 2. Quoi. Ouais, mais c'est formidable parce que ça permet de retracer l'histoire du Minitel. En plus, qui après s'est dématérialisé. Au début, quand les ordinateurs ont commencé à rentrer dans les foyers, on n'avait plus besoin de l'appareil Minitel, mais on était bien content de pouvoir trouver encore les services oui, Minitel. Absolument. D'ailleurs, il y a une des personnes là, sur Twitter qui disait que quand elle a eu Internet, la première chose qu'elle a faite, c'était installer un émulateur Minitel. Et ouais, bien sûr. C'était un vrai service. À l'époque, ça pouvait coûter très cher, le Minitel. Si on restait des heures sur des services de messagerie ou autres, il y a eu des drames dans des familles. C'est clair. Là, ça me coûte combien avec un Minimit ? Là, ça dépend. Justement, il y a une page qui vous permet de voir à quoi vous avez échappé, quoi. C'est-à-dire quelle aurait été la facture de vos communications à l'époque, quoi. Donc en francs. En francs, ouais. Donc ça part tout de suite dans les centaines ou dans les milliers de francs. Absolument. Alors qu'aujourd'hui, c'est gratuit. Enfin, on est d'accord. Si... vous voulez dire... Le fait de me connecter à ces services-là... bien sûr, c'est gratuit. Oui. C'est gratuit. Bien sûr, c'est gratuit. Oui, parce qu'on est passé dans l'ère de la gratuité, mais bon. Ouais. Olivier Mével, d'autres objets ? Vous pensez faire ressusciter d'autres objets high-tech du passé, comme ça ? Non, là, je pense que je vais arrêter. Avec multiplier, là, il y a un certain nombre d'objets, mais le prochain, c'est un robot qui se déplace chez vous, qui est en céramique, en grès, qui est très très beau, mais qui ne fait rien. Et qui n'en fait qu'à sa tête. Et c'est un Roomba qui ne passe pas l'aspirateur. Il ne sert à rien. Oui. C'est un peu comme ce Minitel qui ne sert à rien non plus. On est d'accord. Absolument. Voilà, mais qui intéressera peut-être, sait-on jamais, des expositions, des musées, des choses comme ça. Oui, absolument, ça peut être ça aussi. Merci beaucoup, Olivier Mével, fondateur de la maison d'édition d'objets technologiques multipliés. C'est la fin de Monde Numérique, l'hebdo numéro 71. J'étais ravi de passer avec vous ces 40 minutes. Comme chaque semaine, le podcast Monde Numérique. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Parlez-en à vos amis. Laissez des petites notes, des petites étoiles et des commentaires, surtout sur toutes les plateformes. Merci à ceux qui m'ont envoyé des messages récemment. Vous pouvez retrouver les derniers épisodes et même les plus anciens sur le site Monde Numérique en un seul mot.info. On se retrouve la semaine prochaine. Et ce sera le dernier Monde Numérique de l'année dans sa version traditionnelle. Ensuite, on se retrouvera en janvier au CES de Las Vegas. Mais je ne partirai pas en congé de fin d'année sans vous laisser une petite surprise que je vous révélerai la semaine prochaine. Portez-vous bien, salut.